On va continuer le débat qui a été commencé ce matin. Les soulèvements, ce sont ces tentatives d'extraction de l'assujettissement. Cet après-midi, la séquence que l'on va entamer nous incite aussi à réfléchir sur ce qui précède et ce qui suit l'événement qui est le soulèvement. Je crois que ça nous incite aussi à être vigilants sur le fait de ne pas romantiser ce qui est du domaine du soulèvement en autonomisant son apparition. Et il me semble qu'il y a tout un ensemble de travaux qui, justement, à propos d'événements anciens ou d'événements récents, nous amènent à réexaminer le soulèvement dans une durée. Je pense aux travaux, bien sûr, sur 1848 et sur ce soulèvement européen qui ont été faits, un peu inaugurés par Thomson, puis poursuivis en Espagne, en France, avec Rio, Sarcey et Gribaudy, par exemple, et qui ont montré combien le soulèvement prend sens dans tout un ensemble d'associations ouvrières qui s'étaient constituées dans la première partie du XIXe siècle, et comment le récit qui s'est officialisé dans le second XIXe siècle a méprisé justement ces formes d'associationnisme en les considérant comme un utopisme naïf et immature. Donc je pense que ça nous amène à remettre un peu en perspective les soulèvements, et on voit bien aussi comment, plus proche de nous, ce sont des micro-résistances tout à fait minuscules qui ont permis que le mur de Berlin se lézarde et qu'un régime totalitaire s'effondre. Donc on est un peu avec le thème de la circulation sur ce qui suit, mais aussi ce qui précède le soulèvement. Et pour commencer cette réflexion, je vais passer la parole à Alain Berthaud, anthropologue de l'Université Paris 8, et qui va nous parler des émeutes au djihad. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de brosser le tableau qui m'est demandé dans les 30 minutes imposées. Je pars d'une hypothèse que je voudrais essayer de vous faire partager. C'est que depuis le début du siècle, nous vivons un nouveau cycle de soulèvement, un nouveau cycle d'affrontement, un nouveau cycle de colère que j'identifie pour ma part à travers une entrée qui est celle du comptage quotidien des émeutes et affrontements civils dans le monde, suivant une méthode sur laquelle nous pourrons revenir, mais que je ne peux pas exposer ici. Mon propos, en identifiant par une entrée, c'est-à-dire celle dans laquelle le corps est en jeu et des risques sont pris par des individus dans des situations extrêmement diverses, je rencontre un texte que j'ai rencontré dans le Monde diplomatique en mai dernier, qui est un texte d'une personne présente ici. Il reviendrait à une anthropologie politique de penser la colère à l'œuvre dans les gestes de soulèvement, de penser la puissance intrinsèque de son mouvement avant de postuler son projet dans l'ordre des rapports de force ou des questions de pouvoir. Je fais de ces phrases mon programme. En fait, je les fais miennes, car c'est ainsi que je travaille ou que j'essaye de travailler depuis une bonne dizaine d'années, depuis que l'énigme que j'ai regardé de près, qui ont été les émeutes de 2005 en France, entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005, m'ont interrogé et m'ont appelé à essayer de réfléchir à une méthode de lecture et à une méthode d'archivage de ces événements divers dont je ne ferai sûrement pas tout de suite, mais à l'instar de ce que nous demandait Pierre-Andrea Amato ce matin, je ne vais pas en faire la théorie, je voudrais juste essayer de la regarder avec comme méthodologie d'ethnologie une double entrée. Pour chacun de ces événements, identifiés par un lieu, une date, je mobilise l'outillage du répertoire proposé par Charles Tilly, et je mobilise aussi toute la méthodologie d'analyse à travers des situations de soulèvement de l'historien de la rébellion française, Jean Nicolas. Avec l'idée que nous avons à lire ces événements, à lire ces actes, à lire ces prises de risques et ces mises en danger de soi et ces mises en danger du corps comme autant de langages qui disent
autrement que par des mots, parce que les mots ne sont pas possibles, non pas parce qu'ils sont absents, mais parce qu'il n'y a pas à qui les dire, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Donc il faut lire le répertoire de l'émeute comme un langage des révoltés, comme un langage des émeutiers sur la situation à laquelle ils sont confrontés et contre laquelle ils s'élèvent. Je vais vous en donner un rapide exemple à travers un événement que j'ai moi-même, auquel j'ai moi-même assisté et que j'ai moi-même filmé en 2012 dans la banlieue de Dakar, tout à fait par hasard. C'est un exemple de sérendipité bien connue des anthropologues, c'est-à-dire qu'on va quelque part et on trouve autre chose. L'autre chose en question était une manifestation de collégiens dont je tairai pour l'instant la cause officielle pour justement ne pas rentrer dans une lecture a priori sur l'intentionnalité de l'acte. Ces collégiens, jeunes comme vous le voyez, pour la plupart, filles et garçons mélangés, sac au dos, pas très organisés, qui se sont mis sur la route nationale qui va du centre de Dakar à l'extérieur de la presqu'île, vers Rufisque, qui ont commencé à prendre des pneus, à brûler ces pneus au milieu de la route, donc à bloquer la circulation en général assez dense sur cette route nationale avant l'ouverture de l'autoroute à péage qui est maintenant en activité, qui est maintenant mis en place. J'ai regardé ça sans savoir pourquoi ils étaient là. Et ce qui m'a frappé, vous voyez là les pneus qui brûlent, ce qui m'a frappé, c'est que le répertoire en question, c'est-à-dire une manifestation inorganisée, le feu au milieu de la chaussée pour arrêter la circulation, puis la suite inexorable de ce blocage et de la fumée et de l'incendie, c'est-à-dire l'arrivée des forces de police. Ce répertoire, je l'avais observé à peu près tel quel dans un autre continent, tout près de chez moi, devant le lycée de mon fils, à 2 reprises, en 2006 au moment de la mobilisation contre le CPE, et en 2010 pendant la semaine au cours de la mobilisation contre la réforme des retraites, où les lycées ont été particulièrement mobilisés. Et donc, dans des conditions complètement différentes. Les collégiens, allez, je mange le morceau. Les collégiens en question à Tiaroy étaient mobilisés contre la grève des professeurs. Considéraient qu'ils étaient très maltraités en banlieue puisque ces professeurs, fonctionnaires et donc plutôt gens nantis dans un pays où le niveau de vie par personne est un des plus bas du monde, étaient considérés comme ne s'occupant pas bien des collégiens, ce qui n'était absolument pas le cas des jeunes qui étaient mobilisés contre le CPE. Encore étaient-ils seulement mobilisés contre le CPE en 2006 ? C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, moi, ce que j'ai lu de ce répertoire à des milliers de kilomètres de distance, c'est qu'il était la question de l'affirmation d'une génération qui bloquait la société telle qu'elle fonctionnait à l'échelle où il pouvait la bloquer et qui avait comme but ultime non pas la victoire du mouvement dans ce mouvement-là, mais le but ultime, c'était la convocation de la police. Le but ultime, c'était la convocation du monde adulte et du monde adulte puissant sur les problématiques et sur le lieu là où ils étaient, c'est-à-dire là où on ne s'occupait pas d'eux. Il y avait une lecture, il y a une lecture possible de ce répertoire qui est quand même un peu décalée et plus riche que la lecture simple de la raison officielle du mouvement et qui se répète d'un bout à l'autre de la planète. Car ce qui est assez significatif dans les années qui viennent de s'écouler, c'est que le ou les répertoires, parce qu'il y a des évolutions dans le répertoire, et j'y suis assez attentif, se répètent d'un bout à l'autre des 5 continents. Je vous mets au défi, bon, bien sûr, j'ai mis la légende, mais encore faut-il les localiser, de localiser les photos que j'ai mis à l'écran derrière moi. Et ce, alors que les situations de colère, ce qu'on pourrait appeler la cause,
j'aime pas ce mot-là parce qu'il est trop mécanique, mais la situation dans laquelle la colère s'exprime de façon forte et de façon non stratégique, parce que, bien sûr, ni les lycéens de Saint-Denis, ni les collégiens de Thiaroye n'avaient le moindre espoir de gagner la bataille contre la police. Ce sont des batailles a priori perdues sur le plan militaire. Ça s'exprime dans des situations très différentes, mais là aussi récurrentes, comme par exemple des mobilisations contre la cherté de la vie qu'on a appelées les émeutes de la faim en 2008, la situation récurrente d'un jeune tué par la police dans des situations, dans une circonstance où la police... Enfin, d'un jeune tué dans des circonstances où la police est impliquée. En général, elle est vraiment impliquée. Mais à la limite, c'est pas tellement important. C'est-à-dire qu'il y a un contentieux qui s'exprime là, qu'on retrouve de façon régulière, ou des émeutes sur les questions du logement et de l'expulsion des bidonvilles qui se terminent en émeutes xénophobes, comme en Afrique du Sud en 2008. On a des émeutes de l'électricité, on a des émeutes contre les centrales électriques. Bref, les situations sont très diverses, mais ont ceci en commun qu'elles expriment l'impossibilité de dire autrement que par ces gestes-là ce qui se joue pour les gens qui sont là et qui ont quelque chose à dire, et parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Donc, troisième caractéristique, le nous est assez difficile à se constituer. Il n'y a pas de nous préalable à l'émeute. On n'est pas dans une situation où on pourrait dire, voilà, c'est la classe ouvrière qui s'exprime, c'est telle génération qui s'exprime. Le nous, il est dans l'immédiateté de l'émeute et dans la solidarité nécessaire entre des gens qui ne se connaissaient pas forcément avant, dans le danger qui arrive et dans un danger qui va être grand et qui va vraisemblablement se terminer par le fait qu'il va falloir s'enfuir le plus vite possible si on ne veut pas avoir de très très gros ennuis. Donc il n'y a pas de nous préalable et c'est dans le mouvement lui-même que le nous va éventuellement se constituer. Alors, dans ce répertoire, très vite, il y a un élément essentiel qui m'a semblé évident, c'est que la production d'images et le partage de l'image deviennent absolument récurrents et essentiels. Je vous invite, je le dis avant de l'oublier, je vous invite tous ceux que ça intéresse, mardi prochain, en salle D143 à l'Université de Paris 8, à la soutenance de Ulrike Lune-Riboni, qui vient de terminer sa thèse sur les vidéos amateurs durant le printemps tunisien, thèse qui est un petit peu partie de mes hypothèses. Elle a eu le courage de beaucoup travailler sur ces quelques hypothèses lancées comme ça. Donc, la question de l'image, elle est présente dès 2005. C'est une caméra que braque Lajli, l'ami de JR, sur la photo de gauche. Et il n'y a pas les instruments de partage que sont YouTube, les smartphones à l'époque. Et c'est donc de façon très, très classique, au fond, en faisant des portraits et en les affichant sur les murs d'abord de sa ville, puis ensuite de Paris, qu'avec Portrait d'une génération, JR a marqué ces émeutes d'une certaine façon en leur donnant un visage et en leur donnant une image. Mais plusieurs années plus tard, regardez ce que disent les murs du Caire. Je vous traduis. Nos armes, leurs armes. Vous avez repéré lesquelles sont les nôtres et lesquelles sont les leurs. C'est la caméra contre la Kalachnikov. Alors, ces images-là, je pourrais vous en montrer plein. Ces images produites par les émeutiers eux-mêmes maintenant, avec le smartphone, avec partagé au moment où j'ai commencé à travailler sur YouTube. Maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué parce que les outils de partage sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus performants. Et en faire l'archive, comme l'a fait Ulrike pour la Tunisie, c'est-à-dire aller chercher sur Internet pour les récupérer, les indexer, les garder, ça devient une tâche extrêmement ardue, quasiment impossible. Pourquoi je vous présente ces images-là, que vous voyez, qui sont les images classique qu'on trouve au cours d'une émeute. D'abord classique parce que c'est un plan séquence, il n'y a pas de montage. Je reviens à la question du montage qui avait été évoquée ce matin. La plupart des images dont parle Ulrike et qu'elle a travaillé sont des images en plan séquence. Il n'y a pas de montage. Et là, dans cette émeute, qui est une émeute, là aussi, je ne vous dirai pas ce que c'est parce que ça n'a pas d'importance, qui a lieu dans le sud de la Chine en 2011, j'ai trouvé 3 vidéos différentes de 3 vidéastes amateurs différents. Je ne vous les montrerai pas toutes les 3. Sur la même scène.
C'est-à-dire qu'à mon avis, ils se sont filmés les uns les autres. À un moment donné, je vous donne tout de suite le fond de l'affaire, hein, la fin de l'épisode, le car de police va brûler. Voilà. Mais j'aurais pu vous montrer les vidéos où il brûle. Mais ça me semble plus intéressant de voir que l'action de filmer commence avant le fait que ça brûle. C'est-à-dire que ça fait partie de l'action. On ne va pas filmer le car qui brûle parce qu'il brûle et que ça fait de l'image. Là, vous avez déjà des gens avec le bras levé, alors que ils vont le secouer. Ils sont en train de mettre à mal un des symboles du pouvoir de la police. Et bien sûr, vous imaginez bien, nous sommes en Chine, dans le sud de la Chine. Ça s'est terminé par la répression. Il n'y a eu aucune victoire militaire dans cette affaire. Voilà. Alors, cette profusion d'images, leur partage m'interroge. Parce que d'abord, elles disent bien à quel point le répertoire, l'engagement du corps et les actes, c'est bien le langage, et c'est rarement monté, rarement accompagné d'autre chose que la bande-son originale. Donc, d'ailleurs, quand c'est repris par les grands médias, ces images, eux, ils enlèvent la bande-son originale et ils mettent autre chose. Et en général, ils mettent un commentaire qui décrit ce qu'on voit, ce qui n'a strictement, absolument aucun intérêt, qui fait que mettre à distance l'image. Mais ça montre bien que l'hypothèse de le répertoire comme langage est une bonne hypothèse, mais là, on a l'image du répertoire comme répertoire permettant à l'émeute de durer et permettant par son partage, par le fait de dire « j'étais là », d'être un élément de la constitution du nous dans le partage de l'image et de la présence. Ce sont des images vraies, comme des jeunes de la Grande Borde nous ont parlé un jour de mots vrais pour s'opposer aux mots de la police, les juges, les sociologues, etc. Alors, ça nous donne des choses tout à fait intéressantes sur lesquelles on pourrait passer des heures, et notamment sur des mouvements comme le mouvement de la place Taksim ou Maïdan en Ukraine, la possibilité de voir la totalité de ces images partagées comme une sorte de selfie collectif du peuple en acte, et avec des selfies qui ne donnent pas les mêmes portraits. C'est-à-dire que autant les images récoltées autour de la place Taksim mettent en avant l'individualité du courage et de la prise de risque face à la police turque, c'est l'image de gauche. Autant, vous vous en souvenez sans doute, les images de Maïdan nous montrent au contraire un peuple complètement compact jusqu'à la victoire militaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, on y reviendra. Donc, caractéristique de ce répertoire et de la lecture qu'on peut en faire, c'est qu'il y a de la révolte sans qu'il y ait l'idée de possible, sans qu'il y ait l'idée d'avenir, sans qu'il y ait l'idée de victoire, et ça redouble la violence de la révolte, soit dans les mots. Si nous brûlons, vous brûlerez avec nous, ont écrit les émeutiers de Ferguson sur un mur en 2014, c'est une citation du film Hunger Games, soit dans on va jusqu'au bout de la prise de risque du corps et de soi, c'est-à-dire la multiplication des immolations par le feu, telle qu'elle a été analysée par Anna Maria Rivera. C'est dommage que son livre n'ait pas été traduit. Il n'y a pas non plus donc de stratégie. Ce ne sont pas des mouvements stratégiques au sens où s'il n'y a pas de perspective immédiate de victoire, il y a encore moins de perspective de pouvoir. Comme un émeutier de 2005 à qui on avait posé la question « Est-ce que c'est politique au fond l'émeute ?» Il nous avait dit « Non, c'est pas du tout politique. On voulait juste dire quelque chose à l'État. » Ce que je lis de façon très claire comme la politique ne me sert plus à rien pour dire quelque chose à l'État. Donc, ce mouvement, vous vous souvenez un petit peu la courbe, on la reprendra, elle a eu ce mouvement a eu un moment fort, ce mouvement de montée des révoltes a eu un moment fort entre 2011 et 2013, car là, nous avons eu des soulèvements collectifs, voire soulèvements nationaux, qui sont éventuellement partis d'une émeute telle que je viens de vous les décrire. Notamment, on sait très bien que à la mi-décembre, je crois que c'est le 16 décembre, je ne voudrais pas me tromper de jour, 2010, c'est la mort de Mohamed Bouazizi, qui s'est immolé par le feu à Sidi Bouzid, qui est à l'origine d'un mouvement émeutier qui ressemble beaucoup à un mouvement émeutier après la mort d'un jeune, sauf que ça prend une autre ampleur. Ça prend une autre ampleur, et du coup, ça constitue
ça va constituer un nous qui va aller là jusqu'à une victoire, mais une victoire qu'il faut bien caractériser, qui est la fin du pouvoir en place. Mais cette victoire et cet élément stratégique a incorporé un autre élément, un nouvel élément de répertoire qui depuis s'est répandu là aussi sur la terre entière. Dans l'année 2011, je vous rappelle, la vraie chronologie de l'année 2011, ce n'est pas un indifférencié, hein, c'est ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est-à-dire janvier-février, c'est en hiver, Tunisie, Égypte, avec l'occupation de la place Tahrir et l'occupation du Bourguiba. Ça traverse la Méditerranée au printemps, c'est la place Tintagma et la place Puerta del Sol, et ça traverse l'Atlantique en octobre, à partir du 15 octobre, avec le mouvement Occupy Wall Street, qui fait explicitement référence à ce nouveau répertoire. Et David Grubers, qui raconte dans Comme si nous étions déjà libres, confirme cette référence qu'on trouve sur le site d'Occupy Wall Street. Alors, ce nouveau répertoire, qui est l'occupation des Russes, n'est pas le passage du geste à la parole, parce qu'il y a de la parole cette fois-ci. Il y a de la parole, il y a un espace de parole, mais on joint le geste à la parole, parce que ce n'est pas seulement de la prise de parole, c'est aussi de la prise de rue et de l'occupation d'espace. On a quand même quelque chose qui doit se voir et pas seulement s'entendre. Et c'est à partir de ces mouvements-là que se sont constitués, dans les années qui ont suivi, dans la foulée, de grands mouvements d'ampleur nationale, que ce soit le printemps, ce qu'on a appelé le printemps érable au Québec, ou le mouvement pour la place Taksim, qui en fait a touché toutes les villes, quasiment toutes les villes de Turquie, ou le mouvement au Brésil, ou celui qui s'est développé en Ukraine. Donc on a entre 2011 et 2013 une séquence de grands mouvements nationaux. Cette séquence s'achève en 2013, et on revient depuis 2013, 2014, 2015, 2016, à une remultiplication des accès de colère qui peuvent être d'ampleur importante et assez violente, comme par exemple ce qu'on a connu en Amérique du Nord, mais y compris un retour des émeutes dans les villes mêmes qui avaient été les villes du soulèvement de 2011, en Tunisie, en 2015. Alors tout ça, je parlais de stratégie de pouvoir, tout ça, à l'évidence, dans un contexte historique dans lequel la révolution n'est plus ce qu'elle était, et le modèle révolutionnaire stratégique et d'inscription dans l'histoire qui a organisé des mobilisations au XIXe et au XXe siècle ne fonctionne plus. Le rapport au pouvoir, lorsqu'il est exprimé de façon stratégique, est un rapport de rejet ou de c'est dégage, ou nos rêves sont trop grands pour vos urnes, mais ça peut être plus ou moins violent, mais c'est comme ça que ça s'exprime dans le retour des émeutes que nous connaissons depuis 2013. Ce qui me frappe, moi, particulièrement, parce que je fais un comptage assez strict des situations dans lesquelles ces émeutes éclatent, c'est la montée régulière, inexorable des émeutes liées au processus électoral lui-même. C'est-à-dire que le processus de règlement des conflits ou de symbolisation des conflits tel qu'on a pu l'évoquer ce matin, aujourd'hui, c'est une situation dans laquelle, avant, pendant ou après, on a de plus en plus souvent des accès de colère qui s'expriment d'une façon telle qu'on peut imaginer que les gens en colère n'ont pas vraiment d'interlocuteur, ni de solution, ni de possible. Et bien sûr, ça s'est développé beaucoup dans un certain nombre de pays africains ces dernières années, mais enfin, l'élection de Donald Trump nous a donné à voir que ça pouvait aussi se développer à Portland, et donc tous les continents, absolument tous les continents sont concernés. Alors attention à la question de l'image. C'est une hypothèse que j'ouvre devant vous parce que je ne pense pas que je l'ai assez travaillé pour vous l'exposer, mais je pense qu'il y a un rapport à l'image dans la mise en scène de Meydan qui donne à voir aussi la spécificité de cette mobilisation nationale et la spécificité des images que les émeutiers donnaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que là, l'image n'est pas seulement l'image partagée de l'émeutier qui constitue une communauté dans le partage des images, on a l'installation dans une place occupée d'une scène médiatique.
je ne sais pas si ça vous a frappé, mais la place Médane était constituée en scène de spectacle, avec la vidéo, la scène, l'arrière-scène, les caméras, le système la maîtrise du son. Donc on pouvait suivre ce qui se passait à Médane en direct, en permanence, en live, sur certaines chaînes YouTube, avec en alternance soit l'image de ce qui se passait sur la scène, c'est-à-dire la représentation du pouvoir et de ceux qui étaient les candidats au pouvoir, ou ce qui se passait de l'autre côté de la scène. Et c'est intéressant à reprendre, j'ai réussi à les archiver, mais au moment où il y a l'épisode des snipers qui commencent à tirer sur la foule, les caméras sont dirigées sur la foule qui est devant la scène. Donc on ne voit pas tout de suite l'événement, on voit simplement des civières qui arrivent. Puis après les caméras vont se déplacer. Là, il y a une mise en spectacle de la mobilisation qui, quelque part, dessaisit la mobilisation de la subjectivité qui se constitue dans les images partagées dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça me semble tout à fait important. Donc, que ce soit dans les émeutes ou que ce soit dans les mouvements ou les soulèvements, la question du futur et de l'inscription dans un temps historique et dans la perspective d'une construction pour demain, et pas seulement pour après-demain, pour reprendre des mots qui ont été prononcés ce matin, est une véritable question. Et en l'absence d'une représentation du futur qui puisse se constituer à travers les mobilisations que je viens de vous identifier et que je viens de vous décrire, il ne me semble pas complètement surprenant, en fait, que l'inscription dans le temps et dans l'espoir soit aujourd'hui laissée à un mouvement général qui, faute de politique, laisse la place à la religion. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une confessionnalisation des colères qui est pas aussi uniforme que le mouvement des émeutes, mais qui est réel, qui prend notamment, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou ailleurs, que ça soit par le biais d'une islamisation de la colère, mais l'islam n'est pas la seule religion concernée par la confessionnalisation des mobilisations. Je vous rappelle comment ont été occupées les rues de Paris au moment du vote de la loi sur le mariage pour tous il y a quelques années. Pas si longtemps que ça. Donc on a un mouvement de confessionnalisation dans un contexte d'absence de perspective historique terrestre, de perspective historique révolutionnaire, de perspective historique sur l'État. Ça me semble, on peut en discuter, mais ça me semble quelque chose d'assez indéniable. Dans ces conditions-là, et ça sera l'objet de mes 5 dernières minutes, dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut dire, comme Stock-Atran, que l'État islamique prend la place qu'avait laissé libre par l'imaginaire et la stratégie révolutionnaire du 19e et du 20e siècle? Je le discuterai un peu. J'en suis pas complètement certain, parce que... je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis plus sensible à un mouvement qui est aujourd'hui un mouvement, effectivement, d'islamisation de la révolte. C'est l'islamisation de la révolte radicale, qui était l'expression que j'avais utilisée au mois de mai de 2015 et que Olivier Roy a largement repris et développé. J'ai pas de droit de propriété, mais on est d'accord sur ce plan-là. C'est ça qui me semble intéressant à observer dans le temps et dans la durée. Je trouve plus intéressant la réflexion, je vous la recommande, de Paul Rogers sur Irregular Wars, qui est paru il y a quelques semaines en anglais. Pour terminer, je voudrais qu'on réfléchisse sur ces deux courbes. Alors la petite courbe rouge que vous voyez là, voilà, la petite courbe rouge, c'est la courbe que vous avez vue, c'est mon premier slide. C'est la courbe des émeutes telles que je les ai comptées. Donc la montée à partir de 2007-2008, stabilisation en 2011-2012, puis remontée, ça se stabilise, mais je pense qu'en 2015-2016, 2015 c'est déjà remonté, 2016 ça va remonter encore plus.
La courbe bleue, c'est pas moi qui l'ai faite, je suis allé chercher des sources ailleurs, je suis allé chercher dans les think tanks qui font systématiquement le compte des actes terroristes dans le monde. Et puis pour la dernière année, comme je ne les avais pas, je suis allé regarder le département d'État américain, ils font aussi des comptes, voilà, ça a l'air assez cohérent. On ne va pas chipoter sur le nombre, ce qui m'intéresse, c'est comme les sources sont à peu près les mêmes, c'est le mouvement. Et vous voyez bien, le mouvement, moi, il m'inquiète énormément. Parce que, bien sûr, il y a un décollage tout doux en 2003 au moment de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. On peut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, géopolitiquement, ça va être essentiel par la suite. Ça se stabilise ça monte jusqu'en 2008. En 2008, ça se stabilise jusqu'en 2012, création de l'État islamique, mais aussi expérience parfois amère des soulèvements du printemps de 2011 et des années qui ont suivi. Et là, ça décolle. C'est-à-dire qu'il y a un rapport dans le temps statistique à creuser, mais enfin qui me semble une hypothèse de travail quand même assez heuristique. Il y a un rapport entre les désillusions des grands mouvements nationaux, notamment autour de la Méditerranée, entre 2011 et 2013, et l'explosion du nombre d'actes terroristes qui sont pour l'essentiel dus à ce moment-là à l'État islamique ou à Al-Qaïda. Mais ce n'est pas que dans la Méditerranée, c'est-à-dire que c'est aussi un effet d'absence d'espoir à une toute autre échelle dans l'imaginaire d'une génération. Donc, moi, il me semble que et je terminerai, je ne terminerai pas, j'ai encore une image derrière, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement contemporain, à la fois dans les perspectives et dans l'imagerie qui sont offertes par l'État islamique aujourd'hui à une jeunesse, la perspective de la mort et non pas de l'avenir ou de la réussite d'un mouvement ici-bas, mais dans un autre monde. Le lien entre le djihad et la mort qui est développé par Olivier Roy, je le fais assez facilement mien, et un rapport aux images et à la mise en image et la mise en spectacle de la mobilisation qui, pour le coup, moi, me fait plus penser à la mise en spectacle dans une ville de Kiev, toute chose égale par ailleurs, qu'aux images spontanées qu'on a vues des émeutes. Il y a du spectacle, hein, il y a du spectacle qui est mis là. Je voulais dire quelque chose et puis j'ai oublié, mais ça va me revenir. Donc, c'est pas grave. La dernière image, au fond, celle devant laquelle nous sommes, l'alternative devant laquelle nous sommes, en image, qui me semble être à la fois une alternative pour des chercheurs, mais pas seulement pour des chercheurs. C'est-à-dire, c'est de se dire, comme l'a écrit quelqu'un sur un mur de Paris à la fin, au moment de la mobilisation de la loi El Khomri au printemps dernier, est-ce que c'est pas un autre monde qui est possible, mais juste une autre fin du monde qui est possible, ce qui nous conduirait à toutes ces aventures terribles et meurtrières qu'on connaît déjà. Ou est-ce que on se dit qu'il y a à regarder le monde autrement et à le regarder à partir des invisibles et qui cherchent désespérément à être visibles dans les émeutes? Vous connaissez sans doute cette image d'en bas qui est la favela Providencia de Rio, telle qu'elle a été mise en regard, voilà, par le travail de JR. Et ce sont les yeux des habitants qui regardent le monde. Donc là, il y a une force de l'image, mais une force de l'image qui est projective, parce que qu'est-ce qu'ils regardent de la favela Providencia? Ils regardent le port, ils regardent le quartier de la Bourse de Rio. Voilà. Merci beaucoup à la fois pour le contenu de l'intervention et pour un respect du temps remarquable. Donc on va résister, je vous propose ensemble à des réactions que l'on pourrait avoir immédiatement à ce que vient de dire Alain Berthaud. Passer la parole à Perrine Poupin et ensuite on aura un temps pour entamer le débat sur les deux interventions. Donc Perrine Poupin est sociologue à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du Centre
d'études des mouvements sociaux et va nous parler des actions de rue et émotions à Moscou. Donc déjà, je remercie toute l'équipe d'organisation de me donner l'occasion de présenter mes travaux devant vous. Je dois dire que c'est avec une certaine émotion que je parle en particulièrement des soulèvements et en particulier au jeu de paume, parce que je me suis retrouvée, la dernière fois que j'étais dans ce quartier, c'était le 5 juillet dernier, et en fait je me suis retrouvée à quelques centaines de mètres de ce lieu prestigieux, dans une manifestation en fait qui était juste devant l'Assemblée nationale, et c'est une manifestation du coup qui était, je ne sais pas si vous connaissez ce terme de la NAS, donc c'est de ce nouveau dispositif, donc tout le monde le sait, je ne fais pas de point, et donc je suis restée à 5 heures, on est resté 5-6 heures sur ce pont qui relie l'Assemblée nationale au jeu de paume. Et donc dans ce dispositif policier, et donc c'était, si vous vous rappelez, c'était autour de ce décret du 49.3 pour faire passer la loi travail. Et donc à cette occasion, il y a une cinéaste, Mariana Otero, qui est là en plein montage d'un film sur Nuit debout, qui a été violemment arrêtée pendant cette manifestation. Et les personnes en fait qui ont essayé d'empêcher cette arrestation assez violente sont en procès en janvier. Donc tout se lie, les soulèvements et près du jeu de paume, mais finalement on est très proche. On n'en a pas trop parlé, mais on est très proche d'événements aussi protestataires qui se sont tenus à Paris. Et en ce moment, on est vraiment dans une séquence à Paris où il y a près de 700 personnes, je ne sais pas si vous savez, qui sont poursuivies par la justice ou qui sont dans des mesures disciplinaires parce qu'ils ont participé à ce mouvement qui est autour de la loi travail. Donc c'est quelque chose d'être aussi. Enfin, il y a une histoire du lieu du jeu de paume qui arrive à cette période-là, c'est assez particulier. Donc moi, en fait, je vais vous parler d'autre chose. Je vais aller vers Moscou et j'espère que mes perspectives seront un peu vers l'espoir, bizarrement, parce qu'on parle beaucoup de désespoir et d'émotions négatives, mais bon. Et donc, je vais vous présenter mes travaux de doctorat. J'ai soutenu ma thèse en fait en mai dernier à l'école des hautes études en sciences sociales. Et en fait, ma question de départ, donc ma chapelle méthodologique, c'est la sociologie ou l'ethnographie, donc basée sur des enquêtes empiriques qu'on veut précises. Et la question en fait qui m'a toujours angoissée, intéressée à Moscou, c'était de savoir comment concrètement, qu'est-ce qui se passe concrètement dans les manifestations, que ce soit en termes de dispositifs urbains, policiers, mais aussi quelles sont les expériences des personnes. Et donc, c'est une méthode que j'ai mise au point par la caméra. Donc, j'ai filmé ces actions protestataires. Et à partir, en fait, d'une pratique de vidéaste, j'ai voulu analyser aussi les images qui sont produites par les militants et de dire, en fait, que c'était aussi une manière de produire de la politique que de produire des images et à quels imaginaires ces images renvoyaient. Donc, d'essayer de tenir, et c'est assez rare, voire on est quelques-uns à vouloir tenir et la pratique du film et l'analyse du film dans un même travail. Et donc après Moscou, parce que à l'école des hautes études on fait des thèses longues, difficiles et laborieuses, donc en plusieurs années. Donc quand j'étais dans l'écriture de cette thèse, pour pas vous revenir en France, j'ai quitté Moscou pour m'éloigner de mon terrain de recherche et j'ai passé 3 ans à Kiev où, du coup j'ai observé aussi la révolution Maïdan. Et quand je suis revenue en France pour pouvoir encore fuir l'événement, pour pouvoir finir cette thèse, c'est Nuit debout qui a commencé, donc j'ai toujours été toujours, à la limite, je sème l'étincelle où j'arrive, je sais pas. Et donc, j'ai beaucoup suivi Nuit debout depuis le début. Et tout ce qui s'est passé, on dit beaucoup de choses et beaucoup de choses négatives sur les révolutions. Mais quand, en fait, on met le curseur de l'analyse politique ou de l'analyse scientifique au niveau des expériences, des expérimentations, on voit comment les événements transforment les personnes et comment les personnes transforment les événements. Et
on n'est plus dans l'analyse, alors c'était efficace, alors est-ce qu'il y a des résultats politiques, mais aussi comment un peuple ou comment des groupes politiques, militants ou des citoyens ordinaires en fait sont transformés par les choses. Et donc moi j'ai déjà, au niveau de ma personne et au niveau de ma personne comme chercheuse, Nuit debout et tout ce qui s'est passé autour, parce que c'était toujours en parallèle avec donc toutes les manifestations pour la loi travail, enfin contre la loi travail plutôt. Et donc il y a eu beaucoup de rencontres, et j'ai aussi rencontré beaucoup de collectifs sur la violence policière dans les quartiers. Donc ça c'est mon terrain un peu actuel, parce que on peut pas s'empêcher de le terrain comme comme forme de vie, quoi. Donc là je suis plus sur des histoires autour de Adama Traoré, tout ça, enfin des choses que vous voyez. Donc ça se suit en fait avec une méthode, on peut après arriver à différents terrains. Et quand on met le curseur au niveau des expériences, on voit justement une circulation, moins une circulation qu'une résonance et des points très communs sur la manière de s'organiser, des obstacles, que ce soit policiers ou même des obstacles internes au groupe politique. Donc c'est pour dire ces choses-là. Donc mon terrain en Russie, j'étais j'aime bien les aventures longues, j'ai besoin de temps pour comprendre, donc j'ai été 3 ans à temps plein en Russie, donc je vivais là-bas. Après j'ai été 3 ans à temps plein en Ukraine, donc de faire vraiment des terrains vraiment au long cours. Et quand j'étais en Russie, donc au lieu de partir d'une perspective assez classique en sociologie politique, qui est d'étudier des groupes politiques, leur histoire, leur interaction, leur activité, c'était de partir de la rue, de venir avec une caméra et de comprendre en fait pour qui en fait la rue avait un sens à Moscou dans cette séquence qui était 2008-2011. Donc c'est une petite séquence, on peut dire, où il y avait une certaine atmosphère de libéralisme doux dans le sens où il y avait de la répression, mais c'était pas encore la séquence 2012 où il y a eu des énormes répressions après justement les élections présidentielles et parlementaires. À la suite de quoi il y a eu c'est devenu vraiment formé. Donc à la question qui sera dans le public, donc je l'anticipe, est-ce que c'était dangereux d'aller en Russie, à Moscou, filmer? C'était dangereux, et c'était dangereux surtout quand on a une pratique de film, on aime bien varier les points, donc on se retrouve du côté des manifestants, mais on saute du côté de la barrière aussi pour filmer depuis les policiers. Donc c'était dangereux, mais c'était possible encore. Et c'est vrai qu'après 2012, il y a eu pas mal de militants qui ont été dans l'exil, certains qui ont été assassinés, certains qui ont été emprisonnés. Et donc mon sujet thèse, c'était de partir de la rue, et après avoir décanté quelques mois de savoir qui était dans ces espaces-là, j'ai sélectionné en fait 3 coalitions. Les coalitions, c'est des sortes d'alliances, de groupes et de gens qui ne sont pas encartés, qui sont très, on peut dire, représentatifs de nos époques, où on s'engage moins dans des groupes politiques très fermés, mais dans des espaces un peu où des citoyens peuvent venir sans être dans une micro-secte politique. Donc les 3 coalitions protestataires, en fait, c'était la fin des années 2000. C'était des gens qui s'étaient associés à la suite de 3 événements qui avaient été traumatiques pour eux. Le premier, c'était le passage à tabac en fait, de jeunes personnes par des policiers dans le commissariat de Sokolniki, donc qui est un quartier à Moscou, en avril 2008. Donc c'est quand je suis arrivée sur le terrain. Et donc vous voyez, c'est le thème de la violence policière qui est très important aussi en Russie, qui donne pas forcément lieu à des mobilisations, mais qui est continuellement discutée, parce que c'est une expérience ordinaire. C'est pas seulement une expérience des militants, mais une expérience ordinaire face à la corruption, la violence des pratiques policières. Et à ce moment-là, en fait, une partie des jeunes étaient mineurs, et grâce justement à des vidéos que les familles ont fait d'elles-mêmes, en expliquant avec les parents qui jouent un grand rôle quand les jeunes sont au cœur de la machine judiciaire. Donc les parents qui expliquaient que ils étaient ingénieurs ou médecins, et que leur fils était mineur et tout, se tenait juste à l'embouchure d'un métro, et par un quiproquo se sont retrouvés dans un commissariat à être tabassés avec des objets, avec des matraques et
jusqu'à l'arrêt cardiaque d'un des jeunes. Et du coup, cette histoire est devenue assez publique, pas publique dans le sens où c'est jamais passé et ça passera jamais sur une chaîne publique d'État, mais ça a été très publicisé dans l'espace public médiatique libéral qui, quand on ne connaît pas la Russie, on imagine que ça n'existe pas, mais qui est quand même existant et grâce à Internet, a du poids aussi dans la vie publique russe. Et donc ça, c'était le premier événement que j'ai suivi, et c'était dans une perspective aussi de sociologie, on dit, pour jargonner un peu, de sociologie de problèmes publics, c'était dans le sens comment un trouble, comment un problème en fait crée finalement une histoire, et comment les gens s'associent autour d'un problème et le font émerger en tant que problème, et le mettent, c'est l'issue heureuse des problèmes publics, les mettent à l'agenda politique, et parfois ça peut donner à des lois. Donc là, ça n'a pas été l'occasion, mais c'était un peu de suivre la carrière comme ça d'un problème, et comment il est médiatisé, comment il peut être pris en charge par le gouvernement, par l'État. Donc ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire, en fait, c'était l'assassinat. En fait, c'est que des histoires tristes, hein, donc c'est plein d'espoir dans l'expérimentation, mais l'histoire est triste. Et donc c'était un double assassinat d'un avocat, Stanislas Markelov. On en a un peu parlé en France à l'époque. Donc il a été assassiné en janvier 2009 avec une journaliste qui était à côté de lui dans la rue à 500 mètres du Kremlin à midi. Et donc un assassinat politique. Et finalement, lui, on a su après, mais que c'était des militants ultranationalistes. Mais pour vous dire, justement, quand on essaye de recréer les ambiances, recréer les histoires autour de ces problèmes, on veut mesurer aussi que au moment des fêtes, le grand trouble en fait, des personnes ne sachant pas d'où est venu le coup, à chaque fois accusant le pouvoir, mais finalement la répression a plusieurs bras et pas seulement l'État. C'est une grosse différence qu'on peut noter avec peut-être des pays occidentaux où une des angoisses et des imprécisions par rapport à la situation politique en Russie, c'est qu'on ne sait jamais d'où vient le coup, quoi. Ça peut être l'État, ça peut être des agences de sécurité privées, ça peut être quelqu'un qui la plupart des gens n'ont pas confiance dans les appareils d'État, du coup vont faire la justice eux-mêmes. Donc ça peut être le chantier d'une autoroute le responsable d'un chantier d'une autoroute qui veut faire dégager, je veux dire, les militants. Donc la troisième histoire, c'était justement l'histoire d'une autoroute, celle d'un chantier autoroutier dans la forêt de Rimki. Ça aussi, on en a un peu parlé en France en 2010. Et donc, c'était le chantier d'une autoroute qui devait traverser une forêt au nord de Moscou. Et contrairement au trajet proposé par les militants qui pouvaient épargner la forêt traverse... l'autoroute traverse la forêt en deux, du coup beaucoup de manifestations autour. Donc c'était mon objet de recherche, quoi, de ces trois histoires. Et donc l'enquête en question, elle s'est appuyée sur une observation participante, c'est-à-dire que j'ai assisté à tous les niveaux, que ce soit bien sûr aux manifestations, mais aussi aux réunions d'organisation de ces manifestations, aux productions d'images autour de ces manifestations, aux réceptions d'images par les militants, parce que, aux réceptions des images, les siennes et celles des camarades, ou celles des journalistes, ou celles des ennemis sur les actions. Donc essayer de multiplier vraiment les espaces et les dispositifs pour comprendre comment les gens produisent et reçoivent ces images. Et donc l'attention, en fait, quand j'ai développé cette méthode par la caméra, c'était vraiment au cours des manifestations d'avoir une approche vraiment sensible. Enfin, c'est un grand mot qu'on dit souvent en sciences sociales, une approche sensible des événements, mais vraiment de vraiment prendre ce parti, ce pari
d'y aller avec une caméra, c'est-à-dire de passer du temps, d'aller jusqu'à l'ennui, de revenir de cet ennui, enfin de vraiment travailler le matériau du réel. Et la caméra était vraiment une école d'observation de patience très très forte pour moi, qui a basculé mon regard. Sachant que quand j'étais en Russie et en Ukraine, en fait, je vivais dans des communautés artistiques. Enfin, c'est des amis que je m'étais fait dans ces capitales. Et donc, je filmais et puis je parlais beaucoup de ces images avec ces artistes qui, eux, voyaient ces images d'un point de vue artistique. Donc, et ça... Enfin, je me suis rendu compte à quel point j'interrogeais pas... le réel et les images de manière aussi sensible qu'eux. Donc on s'est déniaisé chacun sur nos questions. Et c'était vraiment d'essayer de saisir des ambiances. Ça aussi, c'est des objectifs, des rêves qu'on a en sciences sociales, de saisir des ambiances, de saisir des émotions et essayer de mettre en place des méthodes d'enquête qui puissent vraiment en parler de manière concrète sans broder sur des choses qui finalement renvoient pas du tout aux expériences des gens, quoi. Et donc l'ambition, enfin le pari de la thèse, c'était de coproduire avec les enquêtés vraiment un travail de figuration de la politique, mais par le sensible, quoi. Et il faut savoir que les techniques en fait audiovisuelles sur les études sur l'action collective, ils sont assez peu problématisées en Europe. Elles l'ont été à un moment aux États-Unis dans les années 70 où il y a eu c'était un peu la grande époque où on pouvait prendre une caméra et sortir dehors parce que c'était pas trop, le dispositif filmique n'était pas trop lourd, donc ça cette passion en fait de cinéma direct a pris aussi quelques sociologues, mais finalement l'expérience n'est pas allée très loin dans le sens où on a eu une sorte de répertoire d'action, enfin un peu une sorte de répertoire une manifestation, une action mobile, un piquet de grève, mais il n'y a pas eu vraiment d'analyse très fine de ce qui s'y passait, quoi, à part de faire un catalogue, quoi. Et donc voilà. Donc en pratique, en fait, je dis des choses assez ordinaires, mais c'est vrai que moi, ça a été très important dans mon parcours, c'est que le fait de filmer oblige même à avoir un engagement très fort dans les situations et en fait questionne beaucoup la place du chercheur dans les situations. Il n'est pas question d'avoir un papier, un crayon et de rester un peu au bord d'une scène pensant qu'on est dedans, et avec la caméra, c'est vraiment une sorte de mise, quand on se construit aussi, on filme, on regarde ces images, on dit tiens, j'ai raté ça alors que je l'ai vu, et c'est vraiment d'avoir toujours les pieds au mur, un peu de se dire mais je l'ai mal fait, j'étais pas au bon endroit, et ça travaille beaucoup l'anticipation aussi sur les différents acteurs de la situation, donc ça produit aussi des questions de recherche qui sont très riches, quoi. Et donc ça c'était sur la caméra, et donc les émotions, j'en ai déjà parlé. Et donc le deuxième volet, ce que je disais, c'était que l'enquête aussi, elle a inclus une ethnographie, on peut dire, une analyse précise en ligne des récits et des images qui sont diffusées sur Internet par les militants. Et en fait, il s'agissait de replacer les images. Parce que souvent, quand on analyse les images protestataires en sciences, et on le fait souvent très bien par les collègues qui s'intéressent aux images protestataires, on peut faire une analyse formelle des images protestataires. Donc il y a ça, ils veulent dire soit, quelle intention. Et le pari une des questions de la thèse, c'était de remettre en fait les images dans leur contexte aussi de production et de réception. Donc de voir en fait pas seulement de limiter l'interprétation des images par le chercheur, mais de voir en fait qu'est-ce que font les gens, qu'est-ce que font les militants par exemple quand ils produisent et ils reçoivent les vidéos. Et donc comme
comme Alain Berthaud le disait pour sa doctorante, ça demande de mettre en place des méthodes très artisanales du grand bricolage pour aller sur Internet et pour... moi à l'époque il y a Facebook, il y avait l'équivalent Contact, différents réseaux sociaux russes, mais c'est vrai parce que moi en fait je suis partie pour pas trop partir n'importe où, j'ai décidé de commencer un premier chapitre sur 5 actions précises et de voir pour ces 5 actions précises correspondant aux histoires que je vous ai racontées qui avaient fait des images. Et donc moi j'ai fait mes propres images et après j'ai essayé d'avoir une sorte de répertoire de toutes les images de ces 5 actions, sachant que ces 5 actions avaient été très populaires, donc il y avait pas mal d'images, et d'essayer d'aller dans tous les couloirs et dans tous les coins et dans toutes les oubliettes d'Internet pour voir qui avait fait des images, que ce soit des journalistes, des militants ou des opposants politiques, et de voir un peu en fait... à un premier niveau, ça permet de multiplier les points de vue sur une même situation, mais à un deuxième niveau, de voir en fait comment les gens commandent ces images, par exemple, 5 minutes, comment les gens commandent ces images et comment en fait ils construisent aussi de la discussion. Et c'était aussi de répondre un peu au programme un peu scientifique politique de André Günther qui dit ou Dominique Cardon qui dit voilà, les images ça produit, ils sont pas les seuls à dire, mais Internet et les images produisent du débat, et donc c'était de faire un travail empirique rigoureux en disant alors quel débat ça fait, et sur des questions tabous ou très chaudes en Russie sur le patriotisme ou sur des questions critiques, de voir comment, quand ça rentre par exemple dans un débat en dessous d'une image YouTube ou dans des espaces où il y a plus, où on peut déployer plus une analyse, par exemple Facebook ou différents, ou des blogs, de voir un peu comment la parole se construisait dans ces espaces-là. Et donc c'était très douloureux à mettre en place, mais ça a donné après des résultats. Alors, comme j'ai que 5 minutes, je vais vous donner la crème de la crème. Ah oui, la crème de la crème, c'est un film. On l'attendait. Ouais. Non, oui, en fait, pour vous dire 2 secondes, ce film, c'est sur une action qui a eu lieu 1 an après l'assassinat de Stas Markelov et de Anastasia Baburova. Et donc, c'est maintenant depuis janvier 2010, il a été assassiné janvier 2009, il y a des actions de commémoration de leur mort. Et donc, dans cette manifestation, alors que c'est des actions, la plupart des actions dont je parle, c'est des actions autorisées et négociées avec la préfecture. Donc, c'est pas du tout des... Attendez. Je vais bien une petite pause. Oui, donc c'est des actions, des actions autorisées, négociées pour la préfecture. Et là, en fait, juste avant ce qu'on va voir, c'est des policiers qui s'introduisent à l'intérieur de la foule et qui volent en fait le mégaphone dans lequel un organisateur parlait. Et du coup, ça déchaîne en fait. Vous voyez donc une action de commémoration, donc un peu de protestation par rapport à la conduite de l'affaire judiciaire, mais aussi, surtout, une action de commémoration, donc de recueillement, et donc une émotion, la colère, à la suite de ce vol. Donc on va voir ça.
линию! Вперед пойдем! Хватит ссать, блядь! Они убивают наших друзей, блядь! Остановим беспредел! Остановим беспредел! Остановим беспредел! Остановим беспредел! Остановим беспредел! Что такое-то, блядь? О, как собака! Делим-то, блядь! Là, c'est plutôt une vidéo, donc vous voyez de l'ambiance en général. Et la deuxième vidéo, mais je vais montrer juste une interaction, c'est ce qu'on peut faire en fait parce que vous imaginez que chaque séquence, on peut les analyser, voir les relations avec l'espace, les relations avec les policiers, les relations entre eux, des manifestations. Et cette séquence, en fait, c'est plus de voir en fait, on peut l'analyser aussi en matière filmique, donc des plans plus rapprochés sur les interactions justement organisateurs, policiers et comment on se tient les interactions. Вы нам запретили все, пойдите сюда, вот вы чего вы нам запретили? Они запретили нам, чего вы нам запретили плакать? Мы им бросаем зачем? Потому что они отобрали, они забрали у нас мегафон, я сейчас попрошу, чтобы вы пошли дальше. Меня зовут Денис, я заявитель этого мероприятия, заявитель, да. Да, и я прошу своих, нам запретили, а нам не надо, чтобы нам запрещали. Да, вы понимаете, у меня убили уже, у меня целую кучу моих друзей убили. Я хочу просто провести, чтобы я спокоен, понимаете, все нормально. Они запретили нам все. Вот видите, это хорошо, да? Давайте, расскажите, что они делают? Что происходит? Что они делают? Я не вижу вас. Вы, это, кстати, лицо вот этой службы, которая вместо того, чтобы заниматься преступностью, да, занимается хрен знает чем. Если бы сейчас вот эти люди прошли бы по бульвару спокойно, да, с лагерем, что бы случилось с этой гребаной вертикалью, нанотехнологиями, модернизацией, с этим вонючим медведем, что бы случилось, если бы они прошли, да. Ну, давайте без этих выражений. Чего сейчас нет? А почему я должен сейчас не нервничать, если вот сейчас происходит, вот сколько народу... Подождите, что вы кричите? Я вынужден сейчас просто отойти от вас и все. Ну это дело ваше, мне будет очень жаль. Хорошо, я буду успокаиваться, но мне стыдно. В общем-то, все люди с полковничьими погонами, генеральскими занимаются хрен знает чем. На наши деньги. Уведомления должны были получать. О, я вас умоляю, уведомления были поданы. Вы все это отлично знаете, не хуже меня. И вы знаете, как их рассматривать. Причем здесь милиция? Милиция занимается вот такой вот функцией, понимаете? Выходите с законодательной инициативы. Вы член общественной наблюдательной комиссии. Да. Значит, работаете с... Я, может, член этой самой комиссии, но не слабоумный, понимаете? Ладно, не ругайтесь. Ну, стыдно, понимаете? Вот что, вы офицер, в общем, милиции, и ваши коллеги вон чем занимаются, вместо того, чтобы ловить преступников. Мы пытаемся сделать все организованно. Здесь хорошо известно, что эта среда, вот молодые анархисты, там, антифашисты, они на самом деле не такие вот, как бы, домашние поймальчики. Мы ее организуем, так сказать, мероприятия, которые идут в рамках регламента, понимаете? Если там что-то сбивается, то это не значит, что катастрофа произошла, понимаете? Вот когда выделен мегафон, конечно, они уже потеряли управление. Там то, что разное. Поэтому и после этого произошло уже дальнейшее развитие событий. Стали выдергивать людей. И они еще больше стали возбуждаться. Поэтому выход я сейчас предлагаю совершенно естественно. Для того, чтобы не все успокоились, разошлись по домам. Выпустить тех ребят, которые залежали. Потому что это случайные люди. Они... Нет, так выпустите. Нет, выпустите. Нет, послушайте, ну насчет справедливости не будем сейчас говорить. У меня есть конкретные предложения. Выпустите их сейчас, пожалуйста. Ну, мне тоже конкретные предложения. Как только разойдутся, Нет, выпустите их, пожалуйста, сейчас. Вот как только разойдутся, время закончится. Нет, правда? послушайте, выпустите их, пожалуйста, сейчас. То есть вы сейчас говорите, что вот закончится время, сейчас. вы будете применять силу. Я не буду ничего применять. Вы будете применять силу, я уже понял. Я ее мог давно применить, я ее не применяю. Нет, вы будете применять силу. Сотрудники вели себя достаточно так Я не буду. лояльно. Я Закрывали лицо от летящих снега, только вы же знаете почему, все было Что значит нормально. почему? Но почему это все взорвалось?
Оно взорвалось, потому Извините, что Лев митинг Александрович, я начался. вас загнал, так сказать. Ну вы сами уже бы убежали хоть мне, отсюда, смотрите, так вы, да нет, вы бы могли мне сказать, подойди и прекрати это. Я взял, подошел и А вы чего же вы не закончил. прекращали-то? Ну, потому что я здесь стоял, а там было далеко. Я думал, что это, ну, как бы это нормально, потому что люди слушают, потому что это разговор идет о Маркелове. когда в глаза мне светит. Вы думаете, мне приятно, что ли? Давайте мы с вами так. C'est bon. Merci. Merci. Ma question s'adresse à Alain Berthaud. Dans votre passionnante communication, vous avez mis en avant l'idée que finalement dans le soulèvement, il y avait un véritable langage du soulèvement, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une logique de parler sur le soulèvement, mais le soulèvement comme langage. Et vous avez dessiné l'idée qu'il y avait presque une sorte de fonction fatigue en quelque sorte du soulèvement à l'heure actuelle, comme si on avait en quelque sorte abandonné l'idée de performatif du soulèvement, obtenir quelque chose, mais simplement exprimer quelque chose un petit peu. Et vous aviez utilisé une analogie par rapport à la subalternisation. L'idée qu'il n'y a personne à qui adresser un discours et que le soulèvement devient finalement un discours à proprement parler. Et je me demandais, est-ce que c'est dans cette différence de conception du soulèvement qu'éventuellement, puisqu'on a parlé ce matin de la différence entre la révolution, le soulèvement, l'émeute, est-ce que vous iriez jusqu'à placer sur cette ligne de démarcation une définition ou une typologie de ce que serait un soulèvement par rapport à une révolution? Et ça m'amène à un deuxième point. Vous avez parlé de la confessionnalisation des colères, qui est un élément très fort du diagnostic de politique internationale à l'heure actuelle. Et je me demandais si vous y voyez quelque chose au sens de la confessionnalisation dans son sens spirituel de la religion, social de la religion comme religéré, hein, le lien social, ou au contraire une sorte de régression dans une incapacité à penser le futur de l'histoire et donc repartir dans une temporalité plus ancienne avec une espèce de repli identitaire. Alors, c'est deux questions. Je me garderais bien de faire une typologie. Je suis dans une démarche d'observation avec une méthode et les choses bougent. Ce que je peux vous dire, c'est que d'un bout à l'autre et dans toutes les dispositifs que je vous ai un peu brossés rapidement, il y a quelque chose qui manque par rapport à ce qu'on appelait révolution au 19e et 20e siècle, c'est-à-dire un rapport de conquête du pouvoir. Alors ça manque. Il y a, quand le pouvoir tombe, l'insurrection laisse aux spécialistes le soin de le prendre. Les murs de Jéricho tombent, mais les insurgés ne rentrent pas dans la ville. Voilà. C'est quelque chose de très fort qui interroge beaucoup parce qu'effectivement, ça rend très compliqué l'organisation à partir de mobilisation, de démarches stratégiques et de rassemblement telles qu'on avait pu le penser au 19e et 20e siècle. Voilà. Donc, c'est vrai que dans la première forme, dans la révolte sans but, plutôt la révolte sans espoir, l'acte émeutier est un langage, ou les actes émeutiers sont des langages, je prétends et je confirme qu'il faut les lire comme tels. Et que quand il y a une école qui brûle, il faut peut-être se scandaliser qu'il y a une école qui brûle, mais il faut surtout se demander pourquoi elle brûle, pourquoi celle-là, pourquoi à ce moment-là. Quand d'un seul coup, à partir de 2011, la question du pillage redevient un élément essentiel et important, pas essentiel, mais important du répertoire, alors qu'il ne l'était pas avant, et que c'est à Londres que ça a lieu, il faut aussi s'interroger là-dessus. Il faut vraiment regarder, parce que ça bouge, parce que le propos n'est pas forcément toujours le même. Voilà. La vraie question, c'est la question du sens. C'est la question du sens et d'un sens collectif et d'un sens qui s'inscrivent dans un hier, aujourd'hui, demain. La politique au 19e, au 20e siècle, en débordant un peu sur le 18e siècle, et puis dans le passé, par moments, la politique a pu jouer ce rôle, c'est-à-dire donner du sens
donner du sens à des actions qui, d'un seul coup, pouvaient se mobiliser en surplus sur des objectifs qui n'étaient pas les leurs auparavant, mais qui pouvaient trouver une solution plus générale à travers les manettes de l'État, que ce soit de façon révolutionnaire ou électorale. Force est de constater, je le rappelle les propos de mon émeutier de 2005, que la politique, dans cette exception-là, ça marche plus beaucoup. Voilà, que ça marche plus beaucoup. Et dans cette exception-là, c'est plutôt des parenthèses dans l'histoire de l'humanité. Parce que ce qui donnait du sens à la vie, à la vie individuelle comme à la vie collective, au futur, au passé, etc., sur l'histoire de l'humanité, c'est plutôt la religion que la politique. Et quand la politique ne tient pas sa place, c'est un peu naturel que la religion prenne sa place. Voilà, c'est comme ça un peu que je l'analyse. En même temps, comme je suis assez d'accord avec François Burgat de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il faut, des fois, le langage de la religion et l'outillage de la religion peut reconstruire quelque part de la politique, et il faut bien l'écouter. Je ne parle pas des terroristes, là, forcément, mais faut bien l'écouter. Il y a pas seulement... la religion en question, elle n'est pas seulement dans les textes, elle est dans les formes de religiosité, elle est dans les subjectivités qui s'y investissent, elle est dans les actes auxquels elle peut donner sens, etc. Mais la question est là. Je ne sais pas si c'est une régression, en tout cas, c'est la fin de quelque chose, et la fin de quelque chose dont il faut prendre acte si on veut éviter de s'y enliser dans cette fin. Je voudrais peut-être prendre une minute pour continuer le dialogue avec Alain Berthaud. Peut-être, j'espère en tout cas, introduire un point de vue complémentaire et montrer l'ambivalence de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je travaille depuis une quinzaine d'années avec ce que Perrine appellerait une coalition qui s'appelle la Xarxa de Economia Solidaria à Barcelone. Et en fait... ce sont en fait des initiatives qui essayent d'introduire de la solidarité dans la vie quotidienne. Il y a eu 2 moments où ce mouvement s'est fortement consolidé. Le premier moment, c'est la fin des indignés. Ce que je veux dire, c'est que les indignés ne sont pas rentrés chez eux regarder la télé. Ils se sont investis dans ces mouvements invisibles de solidarité au quotidien. Le deuxième renforcement de ce mouvement, ça a été l'apport de tous ceux qui ont été les victimes de la crise, et en particulier à travers des mouvements qui se sont également organisés à ce moment-là, en particulier celui sur les hypothèques. Tout cela a permis que, à partir des brassages qu'il y a eu entre ces composantes, il y ait la conception d'une plateforme électorale qui a gagné les municipales à Barcelone. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte dans lequel la municipalité de Barcelone essaie avec ses réseaux de construire une nouvelle politique publique, ce que certains chercheurs espagnols appellent nueva institucionalidad, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait avoir une action publique qui soit irriguée par les initiatives citoyennes. Et il me semble que quand on regarde de ce point de vue-là, on relativise aussi le présentéisme désespéré, et on voit que finalement il y a peut-être 2 façons de prendre les soulèvements. Soit comme un moment eucharistique, et il faudrait s'interroger aussi sur ce qui reste de religieux dans notre pensée révolutionnaire, soit comme un moment de débordement nécessaire pour ne pas rester enfermé dans l'ancienne institutionnalité, mais ce débordement nécessaire s'inscrit dans un ensemble de moments qui sont les moments de la construction et de la lente construction démocratique, de la lente invention démocratique. De la même façon, il me semble que le scandale aujourd'hui en Tunisie, ce n'est pas uniquement la confessionnalisation qui est en train de se passer, c'est aussi les centaines d'initiatives citoyennes laïques qui sont laissées en déshérence par les pouvoirs publics parce que ces pouvoirs publics restent dans une approche dans laquelle le développement économique consiste à aider les entreprises et le développement social à faire des programmes d'assistance. Et donc là, il y a une multiplicité d'initiatives qui existent aujourd'hui qui sont enfermées dans la pénurie, et c'est ça, je pense, la question qui va aussi entraîner que la confessionnalisation dans ces conditions ne peut que gagner. Donc je pense qu'il y a des complexités qui font qu'il n'y a pas, me semble-t-il, même s'il y a une réflexion critique sur le pouvoir, il y a aussi dans un certain nombre des mouvements actuels une tentative de repenser cette question du pouvoir, et pas forcément uniquement dans un présentéisme, mais aussi dans une invention d'une construction qui peut se faire sur la longue durée. Oui. Dans mon brin.
C'est une question pour Perrine Poupin. Vous avez fait un très intéressant travail sur l'image et j'ai pensé à la manifestation qui s'est déroulée à Paris le 14 juin, qui était quelque chose d'énorme. On a parlé d'1 million de manifestants dans les rues ce jour-là. Il n'y a aucune image du cortège qui n'est passée nulle part, ni à la télévision, ni dans la presse, nulle part. Au contraire, on a rebouclé pendant plusieurs jours sur les quelques vitres brisées de l'hôpital Necker. Alors qu'on avait les drones au-dessus de nos têtes, et on sait qu'il y a eu des images du cortège, et que chaque fois qu'il y a une manifestation, on voit des images du cortège. Mais là, le cortège c'était un fleuve humain, il fallait surtout pas que ça se sache qu'il y avait tant de manifestants dans les rues. C'est le sentiment que j'en ai. Et quand vous disiez tout à l'heure que vous avez cherché dans les oubliettes d'Internet des photos de tel ou tel événement, je me dis comment peut-on parler encore de soulèvement quand aucune photo ne paraît sur un soulèvement? Il y a eu soulèvement, certes, l'événement a eu lieu, mais si aucune photo ne paraît, que ça n'est pas su, que ça ne peut pas être commenté, l'opinion publique ne peut pas en être informée, hormis ceux qui étaient à l'événement ce jour-là, ça reste circonscrit dans un petit cercle d'initiés, de la même façon que vous et moi étions sur le pont Nassé devant l'Assemblée nationale. Nous sommes toutes les deux là aujourd'hui, on est un tout petit nombre. Comment penser qu'il y a soulèvement, qu'il n'y a qu'un petit nombre qui est au courant et qui est informé? Merci pour la question. Après, sur le 14 juin particulièrement, il y a eu énormément d'images, mais c'est vrai que sur Internet. Et avec les réseaux sociaux, il y a une petite contamination des cercles en dehors de ceux qui étaient. Et donc, on peut dire quand même, je sais pas, à part ceux qui regardent seulement la télévision, ceux qui sont un peu... ce serait une étude à faire. Combien de personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont vu des images d'Internet? Parce qu'il y a eu énormément d'images sur le 14 juin, mais vraiment énormément. Moi, je vois par exemple la vidéo de l'INPRESS, là où il y a 1h40 vraiment un plan séquence de la manifestation. Il y a vraiment des images très très précises et d'ailleurs qui déconstruisent justement cette mise en récit de l'hôpital Necker, parce qu'on voit dans le dispositif policier que qu'il y a eu exprès un dispositif policier fort devant l'hôpital Necker pour provoquer en fait un énervement et du coup un abcès de fixation. Mais c'est vrai que c'est exactement ce qui se passait aussi en Russie, dans le sens où c'est plus du broadcasting, c'est du narrowcasting, quoi. Vraiment des diffusions d'images qui sont dans des cercles même si on dit justement Internet, c'est l'ouverture à tous les vents, tout ça, c'est vrai qu'on va à Internet et on va chercher les images quand on est déjà intéressé et concerné, et les images ont du mal à aller au-delà de ça. Donc c'est une vraie question, et c'est malheureusement pas toujours une stratégie, une question des militants de se dire très bien, ma famille politique connaît les événements et les images, et on va aller au-delà du riot porn, ce qu'on appelle des fois dans le jargon militant une sorte de porno à se repasser les images des événements dans lesquels on était, mais de faire aussi une stratégie médiatique, dans le sens où mettre ces images dans des espaces où ils sont pas vus, quoi. Mais c'est vrai que c'est la question, comment contaminer, comment faire déborder un peu les images de leur espace conviviaux et fermés, quoi. Alors, c'est une remarque, ce qui m'a frappé, c'est la variabilité des valeurs d'usage des images. Et je repose la question de comment on fabrique les images et quel type de responsabilité ou quel type de processus de subjectivation, puisque c'est le mot que vous avez employé, peuvent se passer. Par exemple, dans les images que vous avez montrées, Alain, de la Chine, là, au Wuzhou, c'est ça. On sent bien que on fait des images. Si le camion va se mettre à brûler, ça peut devenir éventuellement une sorte de trophée, d'une victoire. Mais si quelqu'un se fait tuer, ça peut devenir tout à fait autre chose, c'est-à-dire ça peut devenir un élément dans un
futur procès, soit juridique, soit historique, disons. Et donc, chaque image est susceptible de bifurquer comme bifurquent les subjectivations, les processus de subjectivation dont vous parlez. Alors, ça me fait penser à une indication très précieuse, je trouve, de Bertolt Brecht, qui disait que pour filmer une manifestation, il faut au moins 3 points de vue. Mais alors, ces 3 points de vue n'étaient pas un peu comme ce que vous avez suggéré, vous aussi, c'est-à-dire d'être d'un côté ou de l'autre. Il disait 3 points de vue en hauteur, c'est-à-dire vous vous mettez très haut pour voir les mouvements de foule, vous vous mettez au milieu pour voir ce qu'il y a écrit sur les banderoles, et vous vous mettez au ras de terre pour voir le comportement des corps. Et c'est exactement ce que Eisenstein a fait d'ailleurs dans la grève ou dans Octobre. Mais ça pose la question à chaque fois du cadrage. La première question, après ça viendra la question du montage, mais la première question est celle du cadrage et du point de vue. Ce qui me frappe, par exemple ce matin, il y avait une très très belle image qu'a montrée Hilaria, où on voit les femmes qui manifestent. Mais pour qu'on voit bien ces femmes qui manifestent, il a fallu que le photographe se mette derrière les flics. C'est-à-dire que pour qu'on voit bien quelqu'un qui manifeste, il faut se mettre de l'autre point de vue. Que je sache, par exemple, Robert Capa ne s'est jamais mis du point de vue des fascistes. Il a toujours été du même point de vue. Ce qui ne l'a pas empêché de couvrir, comme on dit, la guerre d'Espagne. Alors, c'était une question à Perrine aussi. Pour voir de face ce monsieur magnifique anarchiste, il a fallu que vous vous mettiez à côté du flic. Et ça m'a frappé parce que je me suis dit, mais lui, il a l'air de ne pas s'occuper de vous, mais il aurait pu s'occuper de vous aussi. Voilà. Donc ça pose une question de à quelle place on se met. Accepte-t-on par exemple, vous avez filmé depuis votre voiture et puis à un moment donné, vous n'êtes plus en voiture. On voit. Bon, voilà. Voilà. Quel sacrifice on est prêt à faire pour, par exemple, sacrifier le militant de face et ne pas se mettre à côté du flic ou le contraire. Mais voilà, c'est la question. On répond, on attend d'autres questions. Il y a encore une question. Il y a une dernière question. C'était pas vraiment une question, mais c'était une remarque suite à la question posée précédemment sur révolte ou révolution, quelle limite, quel partage, quelle définition, etc. Il me semble que dans l'évocation de tout à l'heure, Alain Berthaud a parlé de la révolution comme prise de pouvoir. Et Jean-Louis Laville a évoqué la geste de 1848. Et un tout petit moment, Alain Berthaud a dit il existe aussi de la politique au XVIIIe siècle. Et donc la révolution de 1789, qui est celle du XVIIIe siècle, n'est pas dans ce schéma, n'est pas dans ce schéma de pensée. Et qu'en tant que tel, je trouve ça intéressant parce qu'il me semble qu'on va y revenir, mais que ça fait symptôme dans la possibilité de définir peut-être quelque chose qui ne serait pas point de rupture entre révolte et révolution, ou en tout cas d'essayer de comprendre comment on peut le nommer ce point de rupture simplement comme après coup, et que du point de vue des acteurs, ils ne savent jamais s'ils sont dans une révolte ou dans une révolution, même dans une séquence révolutionnaire comme celle de la Révolution française. Et que donc il y a l'incertitude du temps révolutionnaire qui fait qu'on ne peut pas dire, au moment où on est dans l'expérimentation, comme disait Perrine, dans quoi on est exactement, parce qu'on ne sait pas où ça va. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et on ne sait pas quelle va être la résistance de celui qui est en face, ni la solidité de son propre camp. Donc il y a plein de choses qui sont comme ça incertaines et qui font qu'une révolution, c'est quelque chose qui est nommé effectivement du côté du fameux discours de l'histoire-savoir, etc. Mais qui peut aussi être nommé d'emblée en tant que c'est une espérance. C'est-à-dire que le mot porte une espérance. Et ce mot qui porte une espérance, il a été revivifié que depuis les révolutions du printemps arabe, parce que ça avait été complètement absorbé par ce qui a été réévoqué par Michel Vivorca ce matin, la terreur. Il n'a pas évoqué le Cambodge, donc tout va bien, on n'a pas fait trop d'amalgame, mais il y avait quand même une indisponibilité du mot révolution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il me semble que c'est un mot qui a à repenser tout autant que soulèvement
tout autant que révolte, et que dans une certaine mesure, il y a à penser différentes formes de temporalisation des révolutions. Et que s'il y a quelque chose qui serait spécifique au travail au plus près des acteurs, c'est pour peut-être saisir cette temporalisation, et donc ça sera quand même une question à Perrine pour déboucher sur une question. Qu'est-ce qu'il en est de la temporalisation de ce que vous avez observé? Parce que je suis un peu dans la conscience de votre souci de ne pas faire parler en ventriloque les acteurs. Et de ce point de vue-là, je pense que ce que vous nous avez montré le permet, c'est-à-dire que c'est bien effectivement au plus près des acteurs, comme on dit, au plus près de l'archive, sauf que là, vous la produisez quand même, cette archive, mais bon, pourquoi pas, et c'est intéressant d'être dans ce processus-là. Mais du coup, quelle temporalisation on a de ces événements que vous nous dites porteurs d'espoir dans l'expérimentation, mais tristes malgré tout. Donc, qu'est-ce que c'est cette conjonction de cet espoir d'expérimentation et de tristesse malgré tout? Allez, on y va. C'est pour la dernière intervention. Sur la variabilité de la valeur d'usage et sur le point de vue. Si je vous avais montré les 3 vidéos que j'ai eues, qui sont visiblement par 3 personnes différentes, qui sont arrivées par 3 réseaux différents sur des serveurs de YouTube de Hong Kong, vous auriez vu qu'en fait, il y en a un qui commence par être en haut, qui commence à être à l'étage, et visiblement, ce point de vue ne lui convient pas. Et il descend. Et il se remet à hauteur d'émeutes, comme sont toutes les émeutes, comme toutes les vidéos, enfin la plupart des vidéos en plan séquence qui sont diffusées. C'est-à-dire que le seul point de vue qui vaille dans la possibilité de partager l'image comme une expérience vécue dans un présentisme total, parce qu'effectivement, on ne sait pas de quoi la minute qui suit va être faite. Voilà. Le seul point de vue qui vaille, c'est en bas. C'est là où sont dites les choses qu'on ne peut pas dire autrement, là où sont montrés les gens qu'on ne voit pas autrement. Ça me semble un point sur lequel je veux revenir, un point important. Après, du point de vue de la valeur d'usage, on peut, à partir du moment où il y a répression, l'image de la répression n'est diffusée, statistiquement, ça me semble assez bien validé, que lorsqu'il commence à y avoir une démarche stratégique. C'est-à-dire qu'on ne commence à montrer les méchants en face que lorsqu'on pense que ça va pouvoir être montré à d'autres gens que ceux qui sont dans la mobilisation, et que donc ça va pouvoir faire avancer les choses. Et de ce point de vue-là, les images de la répression dans le printemps tunisien très vite montrent qu'il y avait une subjectivité stratégique et non pas simplement une subjectivité émeutière. Après, elles tombent comme des fois, ce sont des images émeutières classiques qui, en Iran en 2009, sont tombées sur la mort de cette jeune femme qui est devenue une icône ensuite. Alors après, sur révolution, je suis assez d'accord qu'il faut... Il ne faut pas réifier le mot, il faut pas comme ça, il faut le réinventer et voir quel sens il peut prendre aujourd'hui. C'est clair, me semble-t-il, que, outre la question du pouvoir, la question c'est par le conflit social qu'on arrive à une injonction et éventuellement à une prise en main du pouvoir. Cette question est plutôt remplacée aujourd'hui dans les mobilisations telles qu'on peut les analyser et telles qu'on peut les entendre quand on entend les gens, sur la question du caché, du visible, de la vérité et du mensonge. Et que donc il y a un enjeu sur la question des vrais mots, des vraies images, de la visibilité des invisibles, de la visibilité d'un certain nombre de questions. Il y a un enjeu qui peut se traduire par le langage de l'émeute, qui peut se traduire aussi par la construction collective d'un autre récit à l'occasion de l'occupation d'une place ou de l'occupation d'une rue, ou qui sont quand même de vastes forums depuis 2011. Là, il
il y a quelque chose à penser, à mon avis, dans ce qui s'exprime de volonté de pouvoir se faire voir et se faire entendre sans forcément prendre la place de ceux qui sont au pouvoir, mais avoir un espace d'injonction, de prescription sur le pouvoir, d'une démocratie qui admettrait l'idée que l'essentiel de la vérité et de l'expertise, elle n'est pas du côté de ceux qui tiennent les manettes, mais de ceux qu'ils devraient écouter. Voilà. Donc s'il y a quelque chose qui se dessine d'une dynamique révolutionnaire, me semble-t-il, dans les événements qu'on a connus ces dernières années, c'est plutôt de cet ordre-là. C'est social, ça. Pourquoi vous dites que c'est pas social? C'est social, la parole, c'est social. Seulement un groupe social a la parole. Pas tous les groupes, ils ont la parole. On n'a pas assez de temps. Le débat à la pause. Et donc sur la question sur qu'est-ce qu'on accepte, en fait, sur qu'est-ce qu'on filme. Et c'est vrai que moi j'étais des deux côtés, de plusieurs côtés, du côté que ce soit du manifestant, du policier, mais aussi du passant, et j'ai pas vu ça en termes de sacrifice, mais plus aussi en termes d'expérimentation, d'aller dans de jouer aussi avec la frontière, la limite, quoi. Et finalement de l'indiquer aussi, quoi, par l'image, en fait, en disant finalement on peut, parce qu'en fait en Russie la plupart des actions sont enfermées par des barrières métalliques, donc c'est pas seulement se positionner à côté du flic, c'est du policier, pardon, c'est de sauter la barrière métallique, donc c'est un franchissement, et c'est vraiment quelque chose de très fort à Moscou. Donc par l'image ça peut être aussi une sorte d'invitation à et si on déplaçait la frontière. Enfin bon, après c'est des débats très intéressants en ce moment qui se tiennent autour justement des collectifs, des groupes qui se sont constitués autour de la loi travail. Et il y a beaucoup de débats à partir de juin, en fait, je mettrai ça à partir de juin. Et il y en a eu en fait dans des communautés à la Bourse du Travail ou sur Nuit Debout. Il y en a eu à l'ENS, il y en a eu dans différents lieux, que ce soit scientifiques ou militants, de savoir comment on filme les manifestations. Et avec Jonathan Larcher qui est à l'EHS aussi, on va faire cette année, je fais une petite publicité, un séminaire sur caméra politique, donc des enquêtes sur des sujets politiques où on invite des artistes, des militants et des chercheurs. Et on va faire une séquence sur filmer en manifestation, justement. Et c'est nourri de tous ces débats-là, dans le sens où, pour résumer les choses rapidement, souvent, on est à une époque maintenant où on a des militants assez iconoclastes, dans le sens où ils veulent qu'il n'y ait aucune caméra dans les manifestations. Et à la limite, s'il y a une caméra, qu'elle se limite à filmer l'action des policiers. Sachant qu'on a vu avec Alain Barthaud que si on veut vraiment filmer l'action des policiers, il faut filmer un peu la séquence d'avant pour pouvoir justement dire tout se passait bien ou tout était calme, et il y a eu ça. Si on se limite à la séquence policière, à la limite on comprend pas avant, après, et donc on a d'un côté des militants qui sont parce que on n'a plus en tant que militant aussi justement le pouvoir, c'était un pouvoir aussi des images, de faire ses propres images et d'imposer. Du coup il y a des images qui circulent à internet et qui bousculent aussi des militants qui n'ont pas forcément se sont pas remis à la page de cette histoire des images, et donc on a des luttes de pouvoir comme ça, des luttes d'images dans les mouvements. Et donc, de l'autre côté, des cinéastes ou des journalistes qui aimeraient bien faire leur travail sans trop poser la question non plus aux acteurs sur c'est quoi, est-ce que tu veux que je te filme ? Il y a des codes aussi visuels, on n'est pas obligé de demander à quelqu'un est-ce que tu veux que je te filme, et voir si ça dérange, et surtout ne pas diffuser les images si la personne n'est pas d'accord, et chose qui est pas toujours là. Donc il y a une richesse en fait du débat sur filmer en manifestation en ce moment. Et sur la dimension processuelle, en fait, comme je disais, en fait, comme mon terrain en Russie était de 3 ans, en Ukraine de 3 ans aussi, ça permet justement de voir cette dimension temporelle aussi, dans le sens où ces coalitions, les 3 coalitions que j'ai étudiées, en fait, c'est une coalition qui se retrouve dans une autre formation, qui apprend de ses anciennes expériences. Donc on voit en fait dans le temps qu'il y a pas seulement expérimentation sur l'image qu'on voit, le temps présent, mais aussi qu'avec le temps, en fait, il y a une sorte de savoir pratique qui s'élabore, et malgré les assassinats, malgré la répression, il y a quand même un milieu qui se crée, une connaissance, donc c'est dans ça que l'expérimentation dans sa dimension temporelle montre que quand même il y a des constructions, et tout ne se perd pas, et tout à chaque fin de révolution. Et pour redire ce
vous aviez dit. Par exemple, moi j'ai vu sur Maïdan, même si la révolution a effectivement conduit à la guerre après, donc c'est vraiment le scénario catastrophique, mais on a vu en fait que c'était un élan démocratique dingue pour des pays comme la Russie ou l'Ukraine, où vraiment où la politique, c'est, comme disent les gens, de la merde, où c'est vraiment quelque chose on s'intéresse pas du tout à la politique et même au collectif, quoi, de s'organiser dans la cour d'immeuble, c'est quelque chose d'impensable avant la Révolution. Et on a vu en fait dans la Révolution et à la suite, donc dans l'organisation pour la guerre, parce qu'en fait l'État s'occupait très mal de ces soldats, donc tous ces comités qui étaient sur la place de Maïdan se retrouvaient à la guerre, gérer tous les aspects matériels jusqu'au gilet pare-balles, enfin des choses très concrètes, et pas mal de combattants disent une fois que la guerre sera finie, on retourne sur la place. Et effectivement en fait il n'y avait pas cet imaginaire de dire on dégage le gouvernement, on se met à la place, parce que il y a justement, je pense que c'est justement une analyse assez précise des acteurs sur l'histoire, en disant on l'a déjà fait en 1917 et c'était un peu, surtout pour des Ukrainiens, c'est vraiment le passé en horreur, quoi. Mais par contre, il y a une nouvelle action politique, et qui est pour moi hyper lucide, hyper intéressante en Ukraine, c'est de dire on va les laisser, et en Russie ils ont exactement le même discours, on va les laisser les oligarques, les partis d'opposition, parce que en Ukraine c'est une bande d'oligarques ou une autre bande d'oligarques, et en ce moment au pouvoir c'est l'alternance, quoi, des oligarques et de leurs amis politiques. On va les laisser au pouvoir, mais on va faire attention, on va leur dire que déjà on peut revenir sur la place à chaque fois qu'on veut, et on va en fait s'occuper d'eux. C'est-à-dire que par exemple j'ai suivi pendant 2 mois une histoire des cas de violences faites aux femmes dans le conflit en Ukraine, et que ce soit à l'est ou que ce soit à l'ouest. Et en fait, il y a une myriade de groupes comme ça, donc d'associations qui accompagnent en fait les médecins pour qu'ils fassent leur expertise médicale sur le viol, et le policier pour qu'ils prennent la plainte, parce qu'avant il rigolait, il disait rentre chez toi, nanan, et qui vont chez le juge pour dire mais ton job c'est d'aller prendre cette analyse médicale et cette dépôt de policier. Et on voit en fait une sorte une nouvelle action politique en parallèle et en accompagnement de l'État, du coup des acteurs de la société civile qui pressent en fait l'État de faire ce qu'on peut attendre de lui. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est lent, mais dans n'importe quel pays, je pense, où il y a eu des révolutions, même en France, je veux dire, on n'a jamais vu les choses changer comme ça. Et en tout cas, en fait, quand on entend les Ukrainiens et quand on les voit faire, cette partie de la société qui est active, il y a des aspects très douloureux, la guerre, la perte, les viols, tout ce qui est autour de la guerre. Mais quand on voit en fait l'acharnement de personnes qui avant de détester, avaient vraiment une haine de la démocratie, on se dit il s'est passé quelque chose, quoi. Donc moi je sais pas si c'est de l'espoir, mais en tout cas ça éveille les sens. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux et à vous aussi.